Alors, la question que je me pose toujours dans ces situations-là, c'est pourquoi j'ai accepté cette responsabilité? Aïe, aïe. Je serai donc bref. Pour moi, c'est un honneur et vraiment, bien humblement, je vous partagerai mes étonnements et des réflexions, mais des étonnements, des phrases que vous avez dites qui m'ont particulièrement impressionné. Je vais essayer de remettre ça dans mes schèmes à moi pour dégager du sens, puis aussi nous rappeler peut-être les prochaines étapes ou les défis qui restent pour nous aider à créer ces Adaptive Health Systems que Jean-Louis nous demande d'avoir en tête. Donc, peut-être se rappeler des éléments qui sont implicites des fois, mais qui ont été dits, c'est la vitalité du secteur de la santé comme force économique. On va souvent dire la santé, c'est une dépense, on est rendu trop gros. Oui, mais c'est un secteur d'activité économique extrêmement puissant dans la société des services et c'est donc pas une dépense nette. Hein. C'est un investissement critique qui peut être limite des fois, qui ne génère pas toujours suffisamment de valeur pour le client. Il y a des progrès continus aussi qu'on connaît, hein, l'espérance de vie, des gains de qualité. Donc, il y a des choses qu'on fait très bien. Mais on a tendance à plutôt voir les choses qu'on ne réalise pas suffisamment encore aussi bien qu'on le voudrait. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des inégalités croissantes, des inégalités sociales de santé qui, elles, croissent. Donc ça, on ne le fait pas très bien. Et ça a été dit aussi à différents moments. Je crois aussi que le défi d'adaptation, Jean-Louis nous invitait à le garder en tête. Oui, face au vieillissement, aux maladies chroniques. Aujourd'hui, on a aussi insisté sur les défis transculturels, les défis, je crois, intergénérationnels avec les enjeux de la transition démographique, les défis technologiques et l'interpellation très forte ce matin sur la mise à profit des savoirs de la révolution technologique. Dans le domaine de la santé, il faut qu'on arrive à tirer profit de ce développement-là pour lequel le secteur économique de la santé, entre guillemets, est en retard par rapport à la plupart des autres secteurs d'activité de notre société. Et puis, quelque chose qui n'a pas été dit et qui apparaissait pas directement dans le programme, mais l'interpellation sur le changement culturel. Dans le fond, Richard Baumer nous dit que c'est probablement le changement le plus difficile, ce changement culturel. Et il est en cours, ce changement-là, mais il est un peu dans notre angle mort, c'est-à-dire on ne le mesure pas très bien, on n'arrive pas à avoir des données probantes sur ça, et on sait que c'est important, mais on ne sait pas trop comment y arriver. Alors ça, c'est, je crois, une observation. Mais une chose qui est très claire, c'est que ce changement-là, il est systémique, et plusieurs interventions aujourd'hui nous l'ont rappelé. Il y a eu plusieurs exemples, donc du clinique au professionnel, à l'organisationnel, au systémique, au sens plein du terme, voire au sociétal. Peut-être une remarque sur ça, c'est que on a pris pour acquis que la vision du Triple Aim est un peu ce qui nous guide dans cette intégration, dans cette évolution. Je ne suis pas persuadé qu'elle est très bien comprise, cette vision du Triple Aim. Elle n'est certainement pas très articulée dans le contexte québécois. Et les métriques, par exemple, qui nous permettraient de nous suivre dans l'évolution par rapport à l'atteinte de ce triple objectif, apparaissent encore un peu difficiles à lire. Et c'est peut-être un des facteurs qui entretient une certaine ambiguïté sur est-ce qu'on progresse vraiment? Bien, sur quelle base on va juger du progrès? Et ces métriques-là ne sont pas que des volumes de production ou des capacités de contenir les coûts, mais sont davantage sur les finalités du système. Et d'ailleurs, on parle du Triple Aim, mais peut-être aussi devrions-nous, comme certains le suggèrent, considérer le Quadruple Aim, c'est-à-dire prendre en considération le bien-être des gens, des cliniciens, et peut-être de plus en plus des proches aidants, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est une force de plus en plus importante à mobiliser. Donc, c'était des remarques générales. J'entre maintenant dans le plus particulier. Jean-Louis nous a dit qu'il y a une réforme qui doit être probablement structurelle parce que ça crée un cadre à partir duquel on peut avancer, mais elle est très certainement autour des interactions. Il y a un changement autour des interactions et je dirais qu'on a surtout, et j'allais dire heureusement, parlé des interactions
aujourd'hui plutôt que des structures. On a beaucoup parlé des structures au Québec, même si elles sont importantes. Mais il me venait l'idée quand même puis Lynn McVeigh était assez convaincante là-dessus. Peut-être que Jean Chrétien dirait de notre système au Québec qu'on a le meilleur système maintenant, parce qu'on a la structure qui intègre la diversité de ce qu'on peut offrir en services de santé et en services sociaux. Wendy nous rappelait qu'il faut faire attention pour ne pas mettre trop de tension entre le développement médical, si on veut au sens large, et le développement qu'on pourrait appeler, que les Français appelleraient médico-social, qu'on pourrait appeler les services sociaux. Alors, il y a une tension. Ici, on était audacieux, on a tout mis dans la même structure. On verra si, dans quelle mesure, on respecte l'importance de tous ces développements-là, ou si le médical va phagocyter les autres développements. Cela dit, on a beaucoup parlé d'interaction, et moi j'ai été frappé, un de mes grands étonnements, le premier, je dirais, hier, c'est quand Jean-Louis nous disait « Transformative capacities are more distributed and collaborative than usually recognized ». Aujourd'hui, on a eu beaucoup cette démonstration-là, c'était omniprésent. D'abord, à la session 1, il y a ce vibrant témoignage du patient ownership. Et on sentait la force politique que doit représenter le patient, le patient empowered, c'est le terme qui, je crois, désigne mieux cette réalité-là. En fait, on sent le nouveau décideur dans la salle. Et ça doit se passer, et c'est probablement l'une des principales forces, sinon la principale, pour réaliser le changement. Mais avec Mme Endren, on comprenait qu'en réalité, le patient pouvait être cette force de changement à condition qu'il maîtrise la donnée et qu'il puisse la contrôler peut-être, mais certainement maîtriser les technologies, en tout cas, de mieux en mieux. Il y a eu, Mario a évalué, a avancé, dis-je, l'idée de différentes modalités technologiques pouvant contribuer à ça. Mais il y a vraiment là, quelque chose d'extrêmement puissant. Certains disent en fait que la force motrice la plus importante de la prochaine phase des transformations sera le patient et l'information. Et je crois que la première séance ce matin nous en convainquait. On a aussi pu comprendre les enjeux d'inégalité, notamment avec cet impératif de comprendre et d'être compris, et de l'usager expert de sa situation, et de trouver des modalités nouvelles de traduction de cette expertise de l'usager pour en faire un vecteur de prise de décision plus éclairé. Et ça, on a beaucoup de chemin à faire. L'équipe qui nous en parlait ce matin est nécessairement un chef de file au Québec, mais on a le sentiment qu'eux-mêmes ont du mal à relever l'ensemble des défis que ça pose. Je crois aussi qu'on a eu ce matin la démonstration de la synergie entre des équipes de recherche et qui savent utiliser des modèles d'évaluation et la voix du patient. Comment on peut, à partir de méthodes de recherche évaluative assez classiques, on peut donner de la place à la perception des patients et en faire un moteur d'invention où on est passé du modèle A au modèle B à un éventuel modèle C. Et c'est grâce à cette interaction-là, puis la place de la recherche évaluative qui est absolument critique et qui devrait normalement accompagner la transformation. On l'a vu de différentes manières, mais il y a peut-être des éléments de stratégie plus considérables à se donner. L'exemple aussi de la place de la voix du patient telle que documentée par la mesure plus systématique de l'expérience patient, des résultats du point de vue du patient, les fameux PREMS, les PROMS, et l'importance des transitions qui étaient très bien nommées là-dedans. En fait, dans chacune des unités de service, généralement, on arrive à faire un bon travail, dans certains cas, un excellent travail. Mais c'est entre les unités de service, entre les étapes, si vous voulez, de la trajectoire, qu'on s'y perd un peu. Et il y a des méthodologies pour bien capter ces réalités-là. Et l'exemple de la Colombie-Britannique, à ce niveau-là, était tout à fait convaincant. Donc, sur cette première session, peut-être le point qu'on a moins pu aborder, c'est l'impératif à la fois de mobiliser la donnée et la donnée personnelle de plus en plus activement,
et la gestion des contraintes législatives, parce que s'il y a un défi adaptatif pour l'évolution du système, il est peut-être sur le cadre législatif. Et on n'a pas eu beaucoup d'indices aujourd'hui pour progresser dans notre compréhension de ce levier-là. Et je rappelle qu'au Québec, qui était un précurseur dans l'adoption de telles lois dans les années 80, avant Internet, là, on a vraiment un grand défi et le gouvernement n'y arrive pas, en fait. Le scientifique en chef lui-même n'arrive pas à lever cet obstacle. Donc, c'est une vraie question et c'est peut-être une réflexion pour le prochain colloque. Il faut s'en garder un peu pour la prochaine. La deuxième séance, je vais être plus rapide parce que je ne veux pas trop prendre de temps, Suzanne, je suis conscient de ça. Vous n'avez pas encore levé votre petite pancarte, mais donc sur la deuxième séance, il y a eu plusieurs autres informations très très fortes. Mais on a bien compris que l'un des défis d'adaptation critiques, c'est celui du vieillissement et des troubles cognitifs. Et l'exemple qu'on a eu, qui était un exemple intéressant sur une collaboration qu'on n'a pas vue beaucoup, c'est cette conciliation qu'on a appelée top-bottom entre une volonté ministérielle très forte avec un programme cadre, mais qui a été implanté avec l'intelligence de l'émergence, du changement, de façonner chacune des façons de le mettre en œuvre localement et d'avoir un accompagnement et un rôle des RUIS, qui n'étaient pas les réseaux universitaires intégrés de santé, qui n'avaient pas jusque-là joué de tel rôle. Et il y a là un nouveau véhicule pour cette conciliation top-bottom et cette gestion de la coopération étendue à l'échelle de la mise à l'échelle, en fait, au niveau de la mise à l'échelle d'une innovation. Et ça, je pense que c'est un point important parce qu'il y a là un dispositif qui pourrait nous être très utile. Les Albertains, dont on a célébré encore une fois l'excellent travail et dont on a reconnu l'influence, clairement, on sent que c'est un levier d'engagement clinique considérable. La voix du patient est présente, la voix de la gestion est très présente. Il y a des investissements nouveaux pour soutenir des changements. Jean-Louis nous rappelait que ce n'est pas toujours le cas. On a du mal à lire les changements d'investissement. Les ressources restent toujours allouées de la même manière. Là, il y a des nouvelles ressources. Mais on voit vraiment comment, Dr. Dick parlait de liberate data, je pense que c'est Cy Frank qui était cité, liberate data and innovate. Et ça, c'est une interpellation extrêmement forte pour la clinique. Et encore une fois, est-ce qu'on va arriver à libérer la donnée? En Alberta, on y est arrivé. Au Québec, on a du mal. Mais à l'échelle des universités de RUIS, peut-être pourrait-on y arriver plus facilement parce qu'avec l'intégration des missions, il y a quand même beaucoup de données qui pourraient mieux circuler. On a très bien senti aussi lors de cette séance-là ce que j'appellerais la business du co-développement. Ça a été évoqué par plusieurs présentateurs et par Mme Lefebvre tantôt. Et ce qu'on voit dans ce co-développement, c'est le maillage des perspectives entre le patient, les cliniciens, les administratifs. Et puis, tout le monde semble assez unanime sur l'importance de cette conjugaison-là. À l'INES, on fait aussi beaucoup ce travail-là, de mailler les perspectives. Mais la difficulté opérationnelle que ça pose, c'est qu'on manque de temps pour y arriver. Et à chaque fois, moi, je me dis, il faut faire davantage ces collaborations-là, mais quand est-ce que je vais trouver le temps dans ma semaine pour le faire? Et ça, c'est un paradoxe qui reste présent et qu'il faudra de mieux en mieux résoudre. L'intervention aussi sur la santé nordique qui a été faite par Dr. Morel introduisait cette notion de la chaîne de valeur clinique et la capacité d'optimiser l'activité de chacun des maillons, d'aller au maximum de ce qu'on est capable de bien faire et d'utiliser les technologies, souvent assez simples, pour mieux connecter les différentes étapes. J'ai trouvé ça très, très inspirant. Cette notion de chaîne de valeur était déjà annoncée donc dans la deuxième séance, mais c'est peut-être davantage dans la troisième séance, et particulièrement avec l'intervention du Dr. Tremblay, qu'on a senti cette force des chaînes de valeur, cette pensée lean, dans le fond, du lean management, qui est en train d'être traduite dans la conceptualisation de trajectoires. Et ce qui était très intéressant dans cette troisième séance, c'est de sentir
qui a une capacité d'animer cette trajectoire, qui est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Hein. C'est pas un oxymore, l'animation de trajectoire, mais c'est certainement inusité. Habituellement, on gère ça. Il y a on conjugue l'animation et l'autorité. Et la distinction qui est faite par l'équipe de l'Estrie, de laisser l'autorité là où elle est, mais d'amener une sorte de méta-gouvernance qui s'appuie sur cette autorité-là, mais qui ajoute de la valeur, une valeur qui est centrée sur le patient et qui prend en compte les dimensions des étapes successives qui doivent s'enchaîner pour créer de la valeur pour le patient. Donc, c'est une réflexion matricielle extrêmement riche que j'avais d'ailleurs jamais aussi bien comprise que comme ce qui a été présenté par Dr. Tremblay tout à l'heure. Je crois aussi qu'il faut saluer l'émergence d'un nouveau leadership dans la transformation, celui des proches aidants. On voit qu'il y a un effort de structuration. On assiste à l'émergence d'une nouvelle force, en fait, qui était une force tacite dans le système, mais qui est en train de se structurer. Et grâce à un partenariat public-privé assez original au Québec, on voit qu'il y a une concertation qui s'installe à de multiples niveaux du système. Et je voyais là une main tendue de la communauté pour venir prêter main forte au système de santé, si vous voulez, mais pas à n'importe quelle condition, avec une logique de symétrie et de respect mutuel et une certaine professionnalisation de tout ça. Et bientôt, on aura des données probantes et on aura des faits et peut-être des travaux de recherche qui nous éclaireront pour bien guider ça. Et je saluerai enfin la dernière contribution, toujours remarquable. Wendy Thompson ajoute toujours des éléments que moi je considère carrément révolutionnaires dans notre pensée. Mais là, les Anglais sont en train de faire, en termes de mise en place de réseaux intersectoriels, des percées considérables. On est sur l'Accountability Care Organization, mais en réalité, on est sur l'Accountability Health Organization, in many ways, parce qu'on introduit l'action sur les déterminants et on introduit la gouvernance intersectorielle. Et là, on est vraiment dans la méta-gouvernance. On respecte les responsabilités sectorielles, mais on ajoute un niveau d'intégration qui est celui, dans le fond, qui nous rapproche du citoyen, du parcours de vie, des éléments qui touchent, dans le fond, l'accomplissement du plein potentiel des gens et pas uniquement le service ou un bien livrable de X, Y ou Z en éducation, en logement ou en santé. Et je conclurai donc, avant que la pancarte se dresse sous mes yeux, avec quelques observations en conclusion. La première, c'est il y a tellement de choses que je ne comprends pas encore, que je ne connais pas. Et une journée comme ça nous rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a tellement qu'on ne connaît pas. La deuxième observation, c'est que, oui, il y a des îlots d'innovation et ils sont très bien de les partager, mais le progrès global, lui, reste difficile à percevoir et on a du mal à le suivre, à le mesurer correctement. Du moins au Québec, en tout cas. Et ça, c'est un défi qui devrait interpeller nos dirigeants, nos équipes ministérielles. Certains représentants du ministère étaient ici. Il y aura peut-être dans les actes de cette conférence, du forum, Susan, peut-être un client ministériel aussi à voir pour qu'on puisse voir comment on peut mettre à l'échelle ces éléments-là. Donc, vraiment, en point de forme maintenant, puis les dernières remarques, la prochaine phase de la réforme, je dirais, pourrait être ou devra être celle de la collaboration. Le patient usagé est une force politique montante pour diriger ce changement-là. Il faut vraiment s'assurer qu'il puisse l'exercer pleinement. La donnée et l'information sera la ressource critique à mobiliser pour permettre ce changement-là. Et c'est aussi la ressource, la donnée plus particulièrement, qui va être le facteur qui va permettre l'engagement des cliniciens. L'exemple albertain est on ne peut plus probant à ce niveau-là. Mais il va falloir qu'on réussisse à mobiliser ces données tout en protégeant le renseignement personnel. Et là, il y a une tension éthique qui n'est pas encore tout à fait résolue pour nous. La révolution technologique devra pénétrer davantage nos silos organisationnels en santé
et trouver des espaces pour nous aider à innover et accélérer le changement. Il y a une nouvelle gouvernance que je qualifierais d'une gouvernance plurielle qui doit continuer de se développer pour mieux conjuguer les perspectives du patient, de la clinique et de l'administration publique. Et espérons qu'on pourra, dans la foulée de l'implantation des CIS et des CIUS, revenir un peu à cet élan de la responsabilité populationnelle axé sur le triple aim, axé sur la valeur pour les citoyens. Et ça exige pour le CIS et le CIUS de jouer en équipe, de devenir cet acteur système là, que Lynn McVie évoquait ce matin, et de plus en plus de tendre des passerelles de collaboration avec non seulement les proches aidants, mais aussi les partenaires intersectoriels. Et ça, c'est un gros défi, mais on a le potentiel et on a peut-être une structure qui permettra de faire ça. Je crois si on veut y arriver, il faudra de nouvelles métriques pour suivre le progrès. Il faudra voir de nouvelles formes d'allocation pour soutenir ces changements-là. Et j'invite l'équipe qui s'occupe de l'innovation puis qui s'intéresse à ça, de garder une veille active. Il faut se laisser influencer. Donc, il faut être en vigie sur l'innovation. Cette innovation-là, elle est clinique, elle est technologique, mais elle est aussi organisationnelle, elle est aussi sociale. Et il faut qu'on puisse avoir des capteurs d'innovation tout autour de nous. Puis merci beaucoup à l'équipe de McGill de veiller à ça pour nous et d'avoir rassemblé tout au long de la journée tous ces témoignages qui, dans le fond, sont tout autant d'innovations contributives pour la suite des choses. Merci beaucoup.